a besoin de sol fertile dans un cadre législatif qui lui-même est en évolution. Je ne vais pas rentrer dans les détails du zéro artificialisation net, du plan biodiversité de 2018 qui fixe un objectif de limiter la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour atteindre le zéro artificialisation net, ou encore la loi climat et résilience qui euh, se veut de préserver des sols naturels, agricoles et forestiers, de créer des trames brunes en milieu urbain, et la désimperméabilisation peut y contribuer, ou encore de désimperméabiliser, de desseler des sols et de les renaturer. Donc on est bien dans ce contexte réglementaire, mais aussi avec des besoins opérationnels qui sont aujourd'hui très forts. Euh, on est donc dans une volonté de restaurer les fonctions des sols, et pour cela, il nous a paru extrêmement important d'apprendre des retours d'expérience. Et pour ce faire, on a mené un inventaire de projets de dessalement en France métropolitaine en particulier, mais aussi dans certains pays limitrophes, en identifiant, via le travail mené par les partenaires du projet, en particulier Plantes et Cités, de nombreux projets répartis sur le territoire. Vous le voyez ici, des opérations qui globalement sont récentes, entre 2009 et 2021, et sur des surfaces qui peuvent être très, très, très variées. Vous voyez des surfaces de parfois de moins de 100 mètres carrés jusqu'à à plus de 15 000 mètres carrés, avec une médiane à peu près à 1000 mètres carrés sur ces projets qui sont menés. Alors, ce que l'on constate également, ben, c'est qu'on a des retours d'expérience qui peuvent venir de partenaires extérieurs et puis également de partenaires au sein du projet. Ici, par exemple, un exemple que vous retrouverez également dans le guide, parmi d'autres exemples très illustrés qu'on a mis dans le guide, un projet parking qui a été mené par Wagon Landscaping à Courtrai et qui montre bien comment, à partir d'un parking imperméabilisé, on peut, via le dessèlement des sols, arriver à un résultat où finalement peuvent cohabiter à la fois des zones végétalisées et cette fonction de stationnement de véhicules. Alors, dans le sondage qui a été mené par Plantécité, les objectifs principaux des opérations de dessalement restent à la fois la gestion des eaux pluviales, qui vient ici en premier, donc dans une logique de mise en conformité avec les documents de planification territoriale, mais aussi la gestion des îlots de chaleur urbains, avec cette fois-ci une ambition de verdissement des villes, d'intégration de la végétation, avec des logiques trame verte et bleue, mais aussi dans les logiques d'amélioration du cadre de vie et d'intégration des mobilités douces sur les espaces de voirie libérés de l'emprise des voitures. Le cadre réglementaire, finalement, même si je l'ai mis en avant et peu mentionné dans les objectifs, cités par les organismes et les collectifs qui gèrent ces projets de désimperméabilisation. Alors, on va passer, et je vais cette fois-ci laisser la main à Stéphanie Ouvrard, à la manière dont on a abordé dans le projet les approches de terrain et de laboratoire. Je te laisse la parole, Stéphanie. Oui, merci Christophe. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous donner quelques éléments de résultats en lien avec les approches expérimentales que nous avons conduites. Donc, nous avons conduit deux types d'expériences, des essais en conditions de laboratoire, donc en conditions relativement contrôlées. Et puis, nous avons mis en place, et je remercie d'ailleurs les partenaires qui nous ont permis d'accéder à des sites, donc sur la métropole d'Angers, la société Irigo, sur la ville de Nancy, le service écologie et nature, et puis à proximité de Cannes, la société Vinci Escota, qui nous ont mis à disposition des ressources et leurs sites pour faire des essais en vraie grandeur de désimperméabilisation, ou plus exactement de dessèlement. Je ne sais pas si je vais réussir à passer des diapos. Les aléas du direct, voilà. Alors, quelques éléments d'information sur les essais de laboratoire. Alors maintenant, ça va trop vite. Donc, l'objectif de ces essais de laboratoire en conditions contrôlées, c'était vraiment de tester différentes formulations nous permettant de valoriser au mieux les matériaux en place.
Et donc, pour ce faire, nous avons fait des essais de culture avec une espèce, on va dire, ubiquiste et relativement standardisée dans les essais scientifiques, qui est le régras, avec différentes formulations de substrats qui vont réutiliser des granulats de voirie obtenus sur les sites expérimentaux, des granulats de voirie amendés de compost de déchets verts, des granulats de voirie avec un apport de terre végétale et de compost de déchets verts, et puis cette formulation comparée à une référence qui est celle qui a été mentionnée dans les sondages comme étant celle la plus communément utilisée aujourd'hui dans les opérations de dessalement, à savoir un mélange de terre végétale pour 2/3 et 1/3 de compost de déchets verts. À ces modalités, nous avons souhaité également ajouter des traitements dans lesquels nous avons réutilisé une partie des enrobés qui constituent la couche de scellement des sites considérés, avec deux approches, une approche en mélange et une approche en paillis. Donc vous avez ici une visualisation des matériaux tels qu'ils étaient au moment de la mise en place. Je vais essayer de passer les diapos, ça n'avance, ça y est. Alors, les effets, sans rentrer dans les détails, sur cette fonction de production de végétation que nous avons donc estimée en conditions de laboratoire. Le premier constat, parce que c'était quand même un gros enjeu sur lequel nous souhaitions travailler, c'est l'enjeu de la contamination. Sur tous les matériaux que nous avons testés, alors évidemment, ce n'est qu'un échantillon de ce qui existe, mais nous n'avons pas identifié d'enjeu de contamination, quels que soient les matériaux que nous avons utilisés. Par contre, bien évidemment, les matériaux de Grave, comme on pouvait l'attendre, ont une fertilité extrêmement limitée intrinsèquement. Par contre, à partir du moment où on a un apport raisonné de compost de déchets verts à ces matériaux, on va retrouver des substrats qui ont une fertilité tout à fait satisfaisante et qui fait jeu égal avec la formulation de référence constituée de terre végétale et de compost de déchets verts. Ensuite, la réutilisation de l'enrobé, qu'on l'utilise en mélange ou en paillage, présente dans les essais que nous avons conduits assez peu d'intérêt agronomique, mais peut se révéler néanmoins intéressant si, dans les situations qui sont testées in situ, un apport d'éléments grossiers apparaît pertinent pour apporter des effets structurants ou drainants. On peut en particulier envisager que ça puisse être placé en fond de fosse de plantation. En paillis, ces enrobés ont eu plutôt un effet négatif. Alors, c'est essentiellement lié à la nature de l'espèce végétale que nous avons utilisée, donc du raie gras, puisque le couvert a eu dans cette situation un effet un peu négatif à l'émergence des semis. Donc, la réutilisation des enrobés peut être possible. Dans nos situations, elle n'apportait pas de problématique. Par contre, je vous rappelle que la réutilisation d'enrobés est soumise à la vérification d'un certain nombre de paramètres, en particulier la réalisation des diagnostics amiante et polluants organiques persistants comme HAP. Et il nous a semblé aussi important de souligner à ce stade qu'il existe des filières de réutilisation des enrobés et que donc la réutilisation in situ dans un projet de revégétalisation doit être mis en balance par rapport à la possibilité de réutilisation dans des filières traditionnelles. Je suis désolée, mais le passage des diapos est assez aléatoire. Et C'était pour... Stéphanie, est-ce que tu veux que je passe les diapos? ouais, Est-ce que ce c'est sera peut-être peut-être plus... Ça moins marche. aléatoire. Merci, Tac, Robin. comme ça, voilà. On va revenir à la précédente. Voilà, merci. Pour les modalités mises en place in situ, donc sur les pilotes de terrain,
On a choisi de travailler dans 3 zones géographiques contrastées de la métropole, donc comme je vous l'évoquais, Angers, Nancy et Cannes, avec 4 modalités de décèlement. Donc, quand vous voyez le schéma affiché de gauche à droite, nous partons d'un état initial avec un revêtement imperméable, généralement une couche de voirie, puis un sol support. Première étape commune à l'ensemble des modalités testées, l'export du revêtement imperméable qui, dans nos situations, a été revalorisé dans des filières habituelles. Et puis derrière, 4 modalités qui ont subi des intensités d'intervention croissantes. Une première modalité dite minimum ou sol débitumé, où nous avons laissé le sol tel quel post-évacuation du revêtement imperméable. Une seconde modalité dite intermédiaire correspondant au sol débitumé et décompacté, cette fois-ci un travail du sol sur les premiers 30 cm du substrat a été réalisé afin d'aérer et de décompacter le substrat en place. La modalité suivante est assez similaire, modulo l'apport d'un tiers de compost de déchets verts aux matériaux en place, toujours sur une profondeur d'environ 30 cm. C'est la modalité maximum. Et enfin, dernière modalité, modalité dite référente, puisque c'est les modalités actuellement les plus utilisées dans les opérations de désimperméabilisation, qui consiste à évacuer les 30 premiers centimètres du substrat en place et à le remplacer avec un mélange de terre végétale et de compost dans un ratio de tiers 1/3. Diapo suivante, Robin. Ça y est, normalement. Oui, vous avez ici la chronologie et les détails des suivis qui ont été faits sur ces sites. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les résultats ou de toutes les mesures qui ont été réalisées, juste pour vous préciser que ces sites ont été mis en place entre fin 2021 et début 2022 et qu'un semis identique de plantes herbacées a été réalisé au mois de mai 2022, à peu près aux mêmes dates sur l'ensemble des 3 sites et de manière identique sur les 4 modalités testées. Ensuite, le second semestre 2022 et l'année 2023 ont été dédiés au suivi d'un certain nombre de paramètres, développement des couverts végétaux, qualité des sols, humidité des sols, température, etc. Et je vais vous donner quelques informations sur les résultats obtenus. Merci, Robin. Alors, vous avez à gauche une illustration visuelle de l'état des couverts végétaux. En haut, pour la modalité intermédiaire, c'est-à-dire l'horizon de surface décompacté. En intermédiaire, cet horizon de surface amendé avec du compost de déchets verts. Et en bas de diapositive, la modalité avec le mélange terre végétale compost pour les 3 sites, donc de gauche à droite, Nancy, Angers et Cannes. Première observation, et je reviendrai dessus, on a une variation interannuelle qui est forte, essentiellement liée à l'évolution des conditions climatiques. J'ai évoqué l'année 2022, vous savez tous, ça a été une année assez exceptionnelle en termes de température et de sécheresse, mais aussi une évolution temporelle qui va être liée au-delà des conditions climatiques à l'évolution des substrats. On observe aussi, et c'était attendu, une disparité forte entre les sites et les modalités, alors qui peut être masquée à l'échelle du taux de recouvrement des parcelles par la diversité spécifique. En effet, toutes les espèces végétales ne se sont pas développées de la même manière sur toutes les modalités et sous tous les climats. Ensuite, on observe que pour les traitements qui ont eu un apport de compost, on a un fort recouvrement et globalement un bon développement du couvert végétal avec de la production de biomasse effective. On observe un retard en particulier sur le site de Cannes, mais qui est essentiellement lié aux conditions climatiques. On note également un effet important de l'environnement proche du site expérimental, en particulier de l'intensité de fractionnement du milieu sur lequel on travaille et de la nature du sol en place, qui peut relativiser l'effet de l'apport de compost, en particulier dans le cas du site de Nancy, pour lequel le substrat en place avait une qualité agronomique supérieure aux matériaux de grave qui étaient présents sur les sites de Cannes
et Angers, et donc en général des résultats plus satisfaisants sur la modalité qui n'a pas vu l'apport de compost. Si on veut synthétiser l'ensemble de ces données sous le schéma que vous voyez ici, donc vous retrouvez en colonne les informations relatives aux 4 modalités testées dans un gradient d'intensité d'intervention. Et puis, nous avons analysé un certain nombre de fonctions, les fonctions d'infiltration, de rétention, de drainage de l'eau, de fertilité du sol, de développement du couvert herbacé ou de biodégradation de la matière organique. Et vous voyez que quand on compare les différentes modalités, ici uniquement pour les sites d'Angers et de Nancy, on constate que les deux modalités initiales, donc mine, sol débitumé et intermédiaire avec la décompaction, font globalement jeu égal sur l'ensemble des fonctions que je viens d'évoquer, alors qu'on retrouve des performances plus importantes sur la modalité suivante avec l'apport de compost de déchets verts. Et que la modalité référence, par contre, ne permet pas forcément d'améliorer la situation, typiquement dans la situation de Nancy, où le substrat en place est de meilleure qualité. Par contre, permet de meilleurs résultats dans des situations plus défavorables, comme le site d'Angers. Donc, la conclusion de ces résultats, et c'était intéressant de le tester dans différents contextes pédoclimatiques, c'est que l'intensité d'intervention doit vraiment être dosée en fonction du contexte pédoclimatique, c'est-à-dire à la fois la nature du substrat en place initialement, mais également les conditions climatiques locales. Robin, C'est à la suivante, là, normalement. et moi. Si, c'est chez moi également. À ces diagnostics, il faut ajouter un élément qui est extrêmement important pour nous. Je vous ai évoqué les variabilités interannuelles liées au climat. Il faut également avoir à l'esprit que les substrats en place vont subir des processus de pédogénèse et vont donc évoluer en qualité au cours du temps, ce qui va globalement favoriser le développement du couvert herbacé, comme vous pouvez le voir sur les photographies de droite, où, en comparaison avec les premières photographies, vous constatez un couvert végétal bien plus avancé, en particulier sur les modalités intermédiaires. Robin. C'est passé à la suivante, ça va arriver. Afin de quantifier ces effets et peut-être aussi vous permettre de le visualiser, ici vous avez une représentation de l'évaluation des services écosystémiques rendus par les différents systèmes et donnée au travers de l'outil d'aide à la décision d'Estisol qui a donc été développé. Alors vous avez les différents services, hein, filtration de l'air, régulation du climat, gestion des inondations, de l'érosion, de l'infiltration de l'eau, non, de la filtration de l'eau, pardon, et les services d'habitat de biodiversité. Et nous avons comparé nos systèmes depuis un état initial avant imperméabilisation, qui est la barre en brun clair, un état au moment de l'imperméabilisation. En fait, vous voyez très peu de barres noires parce qu'en fait, la plupart des services disparaissent avec l'imperméabilisation de la zone. Et puis ensuite, vous retrouvez les 4 modalités que nous avons testées. Donc en clair, en gris clair, le sol décellé. En gris un peu plus foncé, le sol décellé décompacté. Puis dans une nuance de vert, le sol décellé avec un amendement de compost et le sol construit à partir du mélange de terre végétale et de compost. Et on se rend compte qu'avec cette intensité d'intervention croissante, on finit par atteindre, voire retrouver, éventuellement dépasser les services écosystémiques rendus par le sol avant son imperméabilisation avec un réel retour à la nature. On peut vraiment parler de renaturation des systèmes sur lesquels nous avons travaillé. Bien, merci Stéphanie du coup pour ces précisions. Du coup, bah, je vais enchaîner maintenant sur une autre partie en fait qui a concerné le programme des serres.
donc il se focalise maintenant sur comment déceler. Donc on a vu les connaissances un peu générales, les pratiques et puis les essais que Stéphanie vient de détailler. Donc en fait là la proposition ensuite qui est faite dans le cadre du programme DESSER, c'est toute une démarche en fait sur le développement d'un projet paysager de désimperméabilisation et qui se focalise davantage en fait sur l'intégration concrète du sol à chaque étape de la conception et de la mise en œuvre du site. Donc là, en fait, il nous faut imaginer devoir mettre en place un projet paysager du point de vue de la maîtrise d'œuvre, tout en intégrant le plus possible la question des sols, des questions de diagnostic, de prise en compte de la connaissance des sols en place, mais aussi de réutilisation des matériaux et d'appui sur des parties prenantes, des entreprises, des bureaux d'études sol spécialisés. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est une démarche de projet type, de projet paysager, avec les différentes étapes, depuis les étapes d'études, de transition études-travaux, de travaux et de gestion, dans lequel donc une maîtrise d'œuvre a un rôle donc fondamental en fait au travers de chacune de ces étapes, un rôle propre, mais aussi un rôle d'échange, d'interface avec les autres parties prenantes et entreprises qui vont intervenir dans ce projet. Donc là, ce schéma, vous le retrouverez dans le guide. Et donc là, je vais détailler quelques parties qui concernent cette démarche projet. Donc là, pour rentrer un peu plus dans le détail, hein, au départ de cette démarche projet, donc en phase initiale, d'études. Vous avez la phase diagnostic, qui est une étape essentielle pour comprendre l'état initial d'un terrain et poser les bases du projet. Donc ça se traduit par un état des lieux détaillé des matériaux en place, qui permet de définir un état zéro. Et c'est là que se dessinent en fait les premiers scénarios et objectifs de réemploi des sols. Donc on peut mettre en œuvre des sondages stratégiques qui sont réalisés afin d'identifier la nature des sols, des échantillonnages aussi qui peuvent être analysés afin de guider les choix du maître d'œuvre pour réemployer tout ou partie des matériaux en place, les améliorer, envisager des nouvelles compositions de sol, etc. L'ambition, en fait, à cette étape de diagnostic, hein, c'est d'optimiser la gestion des matériaux et garantir des sols adaptés aux usages futurs, que ce soit des espaces plantés, circulés, etc. On passe ensuite à la phase avant-projet, qui permet en fait de préciser la composition et les grandes orientations techniques du projet en s'appuyant sur les résultats de la phase précédente diagnostic. Donc là, en fait, le maître d'œuvre travaille plus finement avec le bureau d'études sol pour affiner les scénarios de réemploi des sols. Donc là, on peut mettre en place des sondages encore plus ciblés, des analyses complémentaires qui viennent conforter l'état des lieux définis dans la phase diagnostique et des pistes de décèlement et de réemploi. Donc là, le projet prend forme dans un mémoire synthétique, hein, qui décrit les solutions retenues et éventuellement les ajustements nécessaires, comme par exemple l'ajout de matières organiques pour l'amendement, pour les plantations, ou éventuellement le choix d'essences adaptées, par exemple aux conditions de sol. Et donc là, dès cette phase-là, c'est crucial d'impliquer les services gestionnaires. Donc ça, c'est essentiel afin d'anticiper d'éventuelles contraintes et d'assurer la pérennité des aménagements. Vient ensuite la phase projet et dossier de consultation des entreprises, donc ProDCE, qui définit un peu plus précisément la conception de l'ouvrage et qui encadre les travaux confiés aux entreprises. Donc là, le maître d'œuvre et le bureau d'études viennent formaliser les scénarios de réemploi, comme les exportations de matériaux, par exemple, en s'appuyant sur des pièces graphiques et écrites, et constitue le dossier de consultation aux entreprises. Donc là, par exemple, si on envisage le réemploi d'un matériau sur site, hein, bah, comme de l'enrobé par exemple, donc toute la phase alors il faudra planifier en fait la phase de stockage de matériaux avec un plan détaillé pour anticiper le déplacement, les zones de stockage, la gestion entre les interfaces. Euh, voilà. Et donc c'est notamment via le cahier des clauses techniques particulières, donc CCTP, qui vient préciser les modalités de dépose, de stockage, de réutilisation des matériaux. Euh, donc voilà, là on peut ensuite réaliser des analyses complémentaires des sols pour garantir la qualité des matériaux et venir confirmer l'absence de polluants. Vient ensuite la phase d'études et d'avant-travaux, qui est en fait une phase clé où la maîtrise d'œuvre s'assure que les objectifs définis
notamment en termes de dessalement des sols, seront bien respectées lors du chantier. C'est aussi à ce moment où les entreprises et services techniques prennent le relais pour la mise en œuvre du projet. À ce stade-là, en fait, le bureau d'études sol et enfin, la maîtrise d'œuvre collaborent pour anticiper les contraintes techniques. C'est aussi affiner les travaux, vérifier la compatibilité des candidatures avec les objectifs du projet. Et c'est là qu'on apporte une attention particulière sur la méthodologie de dessalement des sols qui est proposée par les entreprises et qui doit être conforme au projet qui est envisagé. Donc vient ensuite la phase chantier au moment de réaliser les travaux. Et donc là, plusieurs étapes en fait essentielles. Donc de réaliser un état zéro pré-travaux comme des mesures de température du sol, d'infiltration de l'eau et si possible des relevés de biodiversité avec piège. Donc ça, ces données, elles servent de référence en fait. Et cet état de zéro, il doit être intégré absolument au CCTP pour être chiffré dans l'estimation des travaux. On définit ensuite un planning et les modalités de stockage. Donc ça, c'est un planning détaillé avec spatialisation du chantier en anticipant en fait les interactions entre les différentes entreprises et la prise en compte des matériaux de démolition qui vont être réutilisés sur site. Vient ensuite un suivi et des états qui sont réalisés. Et en fait, ça consiste en des contrôles réguliers qui sont effectués pour vérifier la conformité des aménagements et identifier des éventuelles réserves. Et on finira, pour finir, on veillera à l'implication des services gestionnaires, car il faut pas juste les cantonner à la phase étude. Voilà, ils doivent être impliqués au moment de la phase travaux pour assurer une bonne prise en main du projet une fois qu'il sera livré, et voilà, et anticiper les éventuelles contraintes de gestion. Donc là, là vous avez à l'écran différentes hypothèses de désimperméabilisation qui peuvent être mises en œuvre au travers de projets paysagers. Donc de gauche à droite, à gauche, vous avez une première hypothèse sur un export de sol. Donc ça, c'est typiquement ce qui a alimenté aussi les essais que Stéphanie vient de présenter. Un export total de la matière pour un remplacement par un matériau exogène type terre végétale. Et plus on va vers la droite, plus on a des hypothèses qui viennent réutiliser progressivement les matériaux sur site. Donc, par exemple, la réutilisation des graves mêlée à de la terre végétale, mêlée à du compost, avec utilisation d'enrobés en surface comme un paillage. Et l'hypothèse de droite, là, qui vient utiliser en fait les enrobés comme un fond de fosse pour drainer les eaux pluviales. Donc en fait, ces méthodes-là, elles se basent aussi en fait sur un socle de connaissances autour de la construction de sol en fait et reconstitution de sols fertiles. Donc notamment en lien avec des études précédentes comme le programme CITER qui a eu lieu de 2010 à 2015 et dont notamment l'ouvrage Créer des sols fertiles a été publié en lien avec les travaux et notamment en lien avec le programme CITER 2 qui est aujourd'hui en cours en fait et qui vient voilà approfondir la connaissance qu'on peut avoir sur les modalités de construction de sol sur la base de différents matériaux voilà et qui aujourd'hui qui devra se terminer en 2026. Voilà, je laisse la parole à Christophe pour la suite de la présentation. Merci Robin, je suis preneur que tu passes les diapos aussi, si tu veux Eh bien. ben, c'est parti. Voilà, donc on continue. Effectivement, alors une fois que les opérations ont été menées, à nouveau, il ne faut pas oublier de gérer ces sols décellés et leur couvert végétal après que l'opération a été faite. Et ici, simplement, sans que je ne rentre dans le détail, différentes options éventuellement de mode de gestion de la gauche vers la droite, avec plutôt à gauche un jardin de succulentes, par exemple. Euh, Au milieu, ce qui est qualifié aussi par notre partenaire Wagon Landscaping de jardin de rocaille, où on va avoir une augmentation de la richesse floristique, un mélange de plantes vivaces, de semis et peut-être aussi d'arbustes. Et puis sur la droite, une logique plus de développement de ce qu'on pourrait appeler une lisière, où on va retrouver à la fois une strate herbacée, mais également des arbustes et des arbres. Donc ça, ce sont des descriptions que vous pourrez consulter plus dans le détail
dans le guide disponible dès aujourd'hui en ligne. Je mets un accent en particulier sur le fait qu'en milieu urbain, il faille être très vigilant dans l'ensemble des travaux de désimperméabilisation qui peuvent être menés de l'éventuelle présence de contaminants dans des sols en place, et en particulier lorsqu'on traite, par exemple, certaines friches industrielles en milieu urbain. Et donc, je pense qu'il faut pour cela euh, prendre en compte de manière très forte la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. Ce n'est pas l'objet direct de notre guide, mais bien évidemment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et la caractérisation des sols en place est à ce stade-là essentielle. Robin, alors ce qui est important aussi de décrire, c'est finalement le gain en termes d'usage possible après décèlement. Et on voit ici, à partir du sondage qui a été fait dans le cadre du projet, qu'il y a une évolution euh, du nombre euh, de, de fonctions finalement assurées par les sites après décèlement dans le paysage urbain, et en particulier assez systématiquement, et c'est certainement un des objectifs forts, une augmentation des espaces verts, mais aussi l'apparition de l'usage gestion des eaux pluviales. Ça vient finalement en réponse aux attentes qu'on citait au début du webinaire. Mais on voit également que d'autres gains sont obtenus en termes de fonctions assurées et d'usage des sols avant et après imperméabilisation. À droite, une image qui... Ah, tu vas trop Je vite, reviens, pardon, je crois que tu passais Robin. là-dessus. À droite, une image une figure qui vous montre de manière très claire que dans certains cas, des sites peuvent passer d'un usage euh, au moment où ils sont imperméabilisés jusqu'à 5 usages après dessalement des sols. Et donc là, on peut avoir des gains en termes également liés à une multifonctionnalité des sols. En termes de coûts, j'ai vu que la question apparaissait dans le chat. Euh, on peut dire qu'en moyenne et en général, 10% du coût total d'une opération correspond à la phase études et hypothèses, 90% à la phase travaux. Donc, dans l'enquête qu'on a pu faire, euh, sur 42 répondants, 12 indiquent des coûts inférieurs à 100 euros par mètre carré, 16 un coût entre 100 et 300 euros de mètre carré pour l'ensemble du chantier de dessalement des sols et de renaturation, et 14 un coût supérieur à 300 euros par mètre carré. Donc voilà, et donc ça donne une idée en gros de ces coûts moyens par opération. En termes de synthèse, si on peut faire une synthèse en un temps aussi court, mais ce schéma-là que je tiens à vous montrer, qui montre bien qu'il faut effectivement adapter sa stratégie de décèlement euh, en fonction de la situation dans laquelle on est. La question est venue aussi dans le chat. Et ici, on vous propose des modes de gestion euh, qui sont bien sûr le retrait et l'exportation de la couche de surface. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Le retrait et l'incorporation in situ de la couche de surface de l'enrobé. Est-ce qu'on incorpore sur place ou est-ce qu'on exporte ces matériaux? Est-ce qu'on décompacte? Est-ce qu'on excave et on exporte la couche de forme? Est-ce qu'on incorpore de la matière organique? Est-ce qu'on va jusqu'à reconstituer ou construire un sol? Tout ça, ça peut se faire plus ou moins dans différentes modalités de décèlement qu'on vous propose ici, la modalité A jusqu'à la modalité H. Donc la combinaison de ces différents modes de gestion aboutit à des situations où, en termes de bilan, on va avoir des intensités d'intervention sur site qui vont être de très faibles à très fortes, un coût énergétique qu'il ne faut pas négliger, qui lui aussi pourra être très faible, faible, moyen ou élevé, et une durée de refonctionnalisation qui d'un côté sera plus longue, dans le cas où on a un coût énergétique plus faible et une intensité d'intervention plus faible, mais sera bien évidemment beaucoup plus courte si l'intensité d'intervention et le coût énergétique sont très forts à élever. Et donc le coût environnemental global de l'opération de décèlement, incluant la renaturation, doit être réfléchi et pris en compte. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les fonctionnalités satisfaisantes sont apportées par des granulats amendés
avec des matières organiques comme des composts pour arriver à des résultats comparables au sol construit, que le génie pédologique, de manière générale, favorise la construction de sols en économie circulaire et que il faut peut-être quand même avoir à l'esprit, et ça c'est une idée qu'on met en avant dans le projet, que dans certains cas, il faut peut-être laisser du temps au temps, mobiliser l'énergie solaire pour que la nature fasse son effet et que la pédogénèse se mette en place sous couvert végétal. Et pour cela, il nous importe aujourd'hui de poursuivre les essais sur le long terme, les essais in situ qu'on a mis en place, avec les différentes modalités pour effectivement mesurer à quelle vitesse les systèmes pour lesquels on est le moins intervenu, ou l'intensité d'intervention a été la plus faible, vont évoluer au cours du temps. Alors, l'ensemble des résultats qu'on vous a présentés aujourd'hui, mais bien d'autres, sont synthétisés aujourd'hui et vous sont proposés dans un guide d'aide à la conception de chantiers de désimperméabilisation et de dessalement des sols. Un guide qui se veut opérationnel, qu'on a intitulé Désimperméabiliser les villes, guide opérationnel pour redécouvrir les sols urbains. Ce guide est disponible, c'est-à-dire que vous pouvez le télécharger dès à présent sur le site de Plantécité et vous voyez euh, le lien sur cette diapositive. Alors, vous trouverez l'information supplémentaire dans ce guide, mais je vais laisser la parole à Robin pour un point supplémentaire d'information pour un événement à venir. Eh bien, bah, merci Christophe. Je viens de mettre le lien de téléchargement dans le chat, là, comme ça vous évite de le recopier. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Donc voilà, merci pour ces précisions. On vous propose de se retrouver à Angers le 3 juin 2025, voilà, pour une journée technique de restitution du programme Dessert, pour approfondir voilà, tous les éléments qui ont été présentés aujourd'hui et parler un peu plus longuement en fait sur la question de la désimperméabilisation. Ce sera bien sûr aussi l'occasion d'aller sur certains sites au sein de la ville et de la métropole d'Angers, et puis voilà, pour aller voir de nos propres yeux et redécouvrir la question des sols urbains désimperméabilisés. Euh, donc voilà, merci de votre attention. On va avoir le temps pour quelques questions. J'ai vu dans le chat que certains partenaires du programme Dessert avaient pris la main sur la réponse à certaines questions. Donc j'ai vu que Laure Vidal-Baudet de l'Institut Agro avait pu répondre à plusieurs questions. Ludovic, je ne sais pas si tu t'es reconnecté. Oui, Oui, merci super. Ouais. beaucoup. Oui, désolé. Donc, merci pour vos présentations. Bon, vous étiez 500 connectés pour ce webinaire, donc c'est une première pour nous. Merci pour votre participation. Ça montre bien tout l'intérêt de ce programme de recherche et de ses résultats. Peut-être, alors, une question dans le module QR, on va reprendre celle-ci en priorité, donc d'Olivier Damas, donc un collègue qui a notamment travaillé sur le projet CITER. Bonjour Olivier, qui appelle un petit peu une synthèse de synthèse. Quels faits, résultats marquants vous ont surpris? Alors, c'est une question posée à toute l'équipe du projet, mais vous allez peut-être pouvoir y répondre. Si vous deviez faire ressortir justement un ou deux faits marquants, surprenants par rapport à cette étude, par rapport à ce que vous avez déjà pu voir par le passé, quels seraient ces faits ou ces conclusions? Je, je peux laisser parler tous les collègues, mais très rapidement, Olivier, merci pour ta question. Finalement, un fait marquant pour moi, c'est d'avoir mis en place des protocoles scientifiques de suivi de l'évolution de la qualité des sols et de la qualité des sols avant-après décèlement, à la fois au laboratoire et au terrain. Je pense qu'on a besoin de cet éclairage-là aujourd'hui, en plus de tous les retours d'expérience opérationnelle de terrain qui sont également très précieux. Et puis, moi, je dirais que le simple fait aussi d'avoir des modalités avec des intensités très, très contrastées, allant d'une modalité qui est simplement de retirer le revêtement et de voir comment ce revêtement ayant été retiré, sans même décompacter les matériaux sous-jacents, comment la nature peut reprendre le dessus au cours du temps. Je pense qu'il est important finalement de se laisser le temps de suivre ces essais-là, moyen long terme, euh, pour laisser du temps au temps et voir comment une pédogénèse peut se mettre en place sur des matériaux une fois que uniquement le revêtement a été enlevé. Voilà, moi, c'est ces deux points qui me paraissent extrêmement intéressants, alors parmi d'autres. Je ne sais pas si les collègues, y compris des collègues du projet qui sont présents,
en ligne peuvent aussi donner leur retour d'expérience de ce point de vue-là. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir intervenir. Moi, un point très particulier qui m'a surprise, enfin, on ne s'attendait pas à avoir aussi peu de contamination, en fait. Alors, je le disais tout à l'heure dans la présentation, on n'a pas fait un panel exhaustif de tout ce qui existe et je vous incite toutes et tous à rester très vigilants sur ces points-là, mais à titre personnel, j'avais sûrement un a priori beaucoup plus négatif sur la présence de contamination sous les couches de revêtement. Et puis bah, moi pour compléter, c'était peut-être plus en fait on a pu avoir on a pu en fait héberger une telle cifre au sein de Plantécité, donc co-encadré par l'Institut Agro Université de Lorraine. Pour moi même, c'était plutôt une expérience personnelle intéressante d'avoir à encadrer une telle cifre. Et donc ça a permis de vraiment approfondir beaucoup de résultats, de mener des suivis très approfondis en fait sur les essais. Oui, voilà, moi un des faits marquants en fait, c'est quand on a ouvert des fosses pédologiques. Alors moi j'ai pu voir surtout celle de d'Angéloire Métropole sur le site de Irigo et de voir en fait toutes ces strates de graves non traités de différentes couleurs les unes sur les autres. C'était assez joli à voir, aussi assez intéressant en fait de voir de pouvoir remonter dans le temps en fait quand on vient désimperméabiliser un sol et voilà avoir une trace un peu de l'histoire. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. Donc comme vous le suggérez, Christophe, alors, on n'avait pas prévu de permettre, enfin, de donner la parole à des partenaires participants, mais néanmoins, on peut, si vous le souhaitez, peut-être vous pouvez regarder si parmi les partenaires qui souhaiteraient réagir, si on peut donner la parole. Euh, sinon, on vous laisse. Enfin, dites-moi si vous souhaitez donner la parole. Sinon, on continue une dernière question. On peut reprendre des questions sinon si c'est trop. Oui, je vois que Hmm. Maïwen a réagi également dans le QR là, Ok. Eh bien, sur on poursuit pour les la questions. variété d'échelles à laquelle on peut pratiquer la désimperméabilisation, que ce soit des petites touches ou des grandes surfaces, avec finalement la possibilité d'économiser les matériaux, la réutilisation possible et avec de réels bénéfices en termes de fonctionnalité. Je pense que c'est vrai qu'il y a une grande palette d'approches possibles. On a constaté aussi que très souvent sur les chantiers de désimperméabilisation, c'est 20% de la surface d'un site qui est concerné. Donc, ça laisse aussi un grand champ du possible, je pense, dans nos villes. Et l'idée, c'est pas de tout désimperméabiliser, mais d'avoir des touches qui pourront aussi avoir un effet dans le cadre aussi d'approche en termes de fragmentation des milieux et de continuité écologique. Et on poursuit avec une question de Gwendoline Grandin. Pouvez-vous détailler les bénéfices pour les sols de la gestion ou de la coupe de la végétation poussant sur les sols décellés? Alors, Je vais peut-être répondre. Euh, pour l'instant, on n'en a pas forcément identifié les bénéfices pour des raisons expérimentales scientifiques. On n'a pas forcément eu un traitement qui est complètement celui qui serait à conduire dans la vraie vie, entre guillemets, puisqu'on avait une volonté de quantification de la biomasse. Et à partir du moment où on voulait faire une quantification de la biomasse, on devait l'exporter. Et donc, on a choisi d'exporter majoritairement les coupes et les litières dans les situations où on avait un dépôt de litière. Donc évidemment, ne pas permettre un retour au sol de la biomasse produite, c'est plutôt défavorable. Euh, donc on n'a pas forcément de retour de fait, puisque on a pris plutôt une gestion défavorable, mais on ne peut qu'envisager une amélioration progressive de la qualité des sols du fait de modes de gestion qui laisseraient toute partie de la biomasse produite in situ. Merci. Une question d'Eddie D'Acosta Lamero. Bonjour, avez-vous un retour sur les problématiques de décèlement à proximité d'arbres en place et notamment sur les problématiques d'ancrage? alors, on n'a pas abordé cette question directement, hein, mais ce qu'on va néanmoins faire, et on souhaite le faire cette année, voire dans les années à venir, c'est de revenir sur les profils de sol tels qu'ils ont été
mis en place après décèlement, dans les différents niveaux d'intensité qu'on vous a proposé, et qu'on vous a montré sur les essais in situ, pour aller également observer le profil entier et voir quels sont les profils racinaires. Alors, essentiellement de la strate herbacée qui est en place, mais je pense qu'il est important et c'est vraiment très important de voir le profil dans son intégralité et pas uniquement les terres de surface. Donc on reviendra vers les profils pour voir dans quelle mesure ces sols sont plus ou moins, on va dire, structurés et quelle est la qualité du sol en place dans sa profondeur au cours du temps. Alors je vois aussi la question des suites au programme dessert. Alors on souhaite bien sûr qu'il y ait des suites et les différents membres du consortium, j'allais dire, vivent aussi chacun leur vie dans ces domaines-là. On reste aussi très connecté entre les membres du consortium, donc des projets se dessinent. On essaye déjà de propulser également certaines activités du projet à des échelles européennes, par exemple. Et donc on a une ambition aussi très forte. Il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été produites et publiées, mais on a aussi cette ambition forte de finaliser les publications et en partie aussi les publications scientifiques sur le projet, puisque on a vraiment cette idée d'éclairer la démarche opérationnelle par des résultats scientifiques étayés. Merci. Alors, je réponds juste à quelques commentaires également. Donc, le webinaire, pour rappel, a été enregistré et vous recevrez le lien vers l'enregistrement et puis le diaporama. À nos intervenants, est-ce qu'on prend une dernière question avant de clôturer ce webinaire? Oui, on peut, je pense. Alors, il y en a Oui. une de Véronique Mazzotti. Avez-vous suivi la biodiversité du sol, microfaune, bactéries, champignons et surtout la vitesse de recolonisation? En plus, ça va être une réponse rapide. Non, nous n'avons pas fait de suivi. On a des indicateurs visuels par rapport à la macrofaune lors des échantillonnages. Pour cet indicateur-là en particulier, l'effet de fragmentation que j'évoquais tout à l'heure était très, très important, typiquement sur le site de Nancy qui est localisé au sein d'un parc urbain. On a observé une recolonisation extrêmement rapide sur toutes les modalités, mais probablement liée à des effets de bordure et de proximité finalement d'une ressource biologique abondante. Sur les sites de Cannes, en particulier où le site des imperméabilisés est isolé au sein d'un parking, donc avec une connexion à une activité biologique très, très limitée. Là, on n'a aucune observation de recolonisation significative. Et pour ce qui est de l'activité microbienne, alors on n'a pas fait de mesures. Par contre, on a des indicateurs d'activité biologique au travers les mesures d'index de TIBAG. Qui là semble, bon là c'est un peu difficile de faire une extrapolation, mais on a une activité biologique, c'était peut-être aussi une des surprises, qui est plutôt bonne finalement dans ces milieux, malgré ce qu'on aurait pu craindre. Peut-être pour compléter la réponse de Stéphanie, en 2025, donc cette année au printemps, on va mettre en place toute une série d'échantillonnages sur le dispositif qui est en place à Nancy et où on aura une caractérisation complète microbiologique, micro, méso, macrofaune sur les 4 modalités qu'on a mises en œuvre, ce qui permettra d'éclairer encore plus avant les résultats qu'on a eus. Mais je pense que c'est là aussi, dans les perspectives et les suites du projet, je pense qu'on souhaiterait développer cette approche d'activité biologique des sols, au-delà de ce qu'on a fait quand même de manière forte, le couvert végétal. Et ce qu'on va faire aussi, c'est des profils racinaires. Donc on va aussi suivre le couvert végétal du point de vue de l'enracinement dans les différentes modalités. Très bien, merci. Et je vois que nous avons épuisé les questions qui nous sont parvenues via le module questions-réponses. Il est 12h05. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, que l'on puisse conclure et clore ce webinaire. Donc les conclusions ont déjà été annoncées en vous donnant rendez-vous
à la journée technique du 3 juin à Angers. Donc, vous pouvez bien le noter dans vos agendas. Les invitations ne sont pas encore parties, mais vous recevrez ça donc via la newsletter de Plantécité et via les différents partenaires du consortium. Nous vous avons invité également à télécharger le guide, et donc Robin vient de repartager le lien dans le chat. On vous invite à aller le parcourir et à aller vous immerger un petit peu dans toutes les conclusions du programme dessert qui vous sont présentées dans cet ouvrage. On en profite pour remercier tous les collègues aussi qui ont été associés à la rédaction de ce guide. Et donc, c'est l'occasion, au travers de la participation de Christophe Schwartz et Stéphanie Ouvrard, d'associer au remerciement tous les partenaires du consortium Dessert qui ont été notamment présents parmi les participants. Vous remerciez, vous, les 500 participants qui avaient pu être parmi nous durant cette matinée. Et je laisse un dernier mot pour conclure à nos intervenants avant de se quitter. Oui, moi je prendrai volontiers la parole encore une fois pour remercier toutes les personnes présentes et je pense qu'il nous importe énormément de faire le lien entre les travaux qu'on a menés et celles et ceux qui sont sur le terrain et qui ont à gérer des programmes ou des projets de désimperméabilisation. Donc on a vraiment été dans cette logique à la fois de partage, de retour d'expérience, d'un caractère très opérationnel mais aussi éclairé par la science. Et moi, je tiens à nouveau à remercier tous les partenaires du projet. Vous avez vu, c'est cette logique de laboratoire vivant finalement qui a aussi permis d'avancer sur toutes ces questions avec le soutien de nos partenaires et des financeurs du projet. Donc voilà, je pense que on a besoin de ce type d'opération on vous souhaite une très bonne lecture du guide et on sera ravis de vous donner plus de détails et partager encore plus nos résultats avec vous lors de la journée technique. Merci beaucoup. Oui, Merci puis à tous. merci à tous, oui. Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Et On vous donne rendez-vous en rendez-vous le juin 3 juin à Angers. à Angers. Et on vous souhaite une très bonne fin de semaine et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup de votre participation. Merci.